J'étais donc dans un foyer d'accueil d'urgence qui accueillait des jeunes filles maghrébines qui fuyaient leur famille pour échapper à un mariage forcé. Il y avait 2 juges des enfants dans la ville où j'exerçais. Une les protégeait systématiquement et l'autre les renvoyait dans leur famille avec une AMO au risque que les parents passent outre puisqu'il n'y avait pas de convention à l'époque. Donc j'ai questionné ces 2 juges. L'une me disait « mais on ne peut pas prendre le risque qu'elle soit mariée avec un papy qui a 50 ans de plus, qui a un viol conjugal, qu'on la force à se marier, qu'elle subisse. C'est pas possible. » Et l'autre disait « je comprends ma collègue, mais moi, toutes les filles que j'ai placées ont mal tourné. » Mardi, une commission d'enquête parlementaire a livré un rapport effrayant sur l'état de l'aide sociale à l'enfance. Il dresse le constat d'une ASE dans le gouffre qui craque de toutes parts. Est-ce ce que vous constatiez lorsque vous étiez éducateur pendant plus de 20 ans et aujourd'hui en tant que chercheur sur ces questions? Oui et non. D'un côté, la protection de l'enfance fonctionne bien quand on arrive à avoir un minimum de coopération avec les parents. Mais pour ce qui est de la crise, alors là, le rapport la détaille. Je dis parfois à mes étudiants qu'on vit 3 crises, en fait. C'est plutôt des crises qu'un naufrage. Les crises, c'est pas que négatif, parce que ça veut dire que le système, dans une crise, il peut se refonder. Il y a une première crise que dit très bien le rapport, il commence par là, c'est une crise de croissance. Il y a une croissance des publics, il y a une croissance du nombre de professionnels. On a aussi une crise de complexification. Je suis obligé de fabriquer des cours aux jeunes étudiants qui rament avec moi. Quand ils arrivent, les pauvres, je leur dis on va souffrir, mais ça va vous aider. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un XAPA, qu'un CARUD, qu'un CAMS, qu'un CESAD, qu'un SAVS? Et je leur fais une liste comme ça. Je dis vous ne savez pas, on va travailler 2 jours dessus. Quand j'ai fait ma formation initiale, il n'y avait absolument pas besoin de ces cours. La 3e crise est une crise de pilotage, tout simplement que le pilotage n'a pas du tout suivi cette complexification. Il y a une partie de la crise de pilotage qui est le produit d'abus de l'État. Quand on impose à des associations de se regrouper, sinon elles ne sont pas financées, on transforme toute une partie du champ associatif en parapublic qui ne dit pas son nom. Donc on a des problèmes aussi démocratiques dans le financement. La façon dont tout ça est piloté, c'est très obscur. Le rapport fait état d'une crise des recrutements, avec notamment le recours très courant à des intérimaires peu formés. Comment l'expliquez-vous ? Quand j'ai fait ma formation initiale, on nous demandait de commencer avec 3-4 ans d'expérience au moins, sinon pas question de commencer. On pouvait être sélectionné en disant on vous prend, mais pas à la rentrée prochaine, faites une année de terrain. Maintenant, on envoie des étudiants qui n'ont jamais travaillé, qui ont 17-18 ans, par Parcoursup. Là aussi, la critique du rapport Santiago est très pertinente. Si vous avez des gens pas assez expérimentés, ils ne restent pas. Donc ils ne restent pas, on est dans la merde, parce qu'on est bien obligé de couvrir. Donc c'est systémique. Vous allez par comparaison visiter une haute école de travail social en Suisse. Il faut 40 semaines validées par un terrain pour pouvoir se porter candidat. Ensuite, vous avez un tronc commun, éducateur, assistant, animateur social. Et ensuite, vous faites 2 années dans votre métier, puis plus tard, vous ferez d'autres formations. Donc, on a fait beaucoup baisser la qualité des formations, déjà en sabotant les sélections. En moins de 30 ans, les mesures de protection ont connu une hausse de 44%. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Qu'on les protège pourrait être une bonne nouvelle, mais je trouve qu'en France, ce qui manque, c'est la prévention. On voit aboutir en protection des situations qu'on aurait pu travailler efficacement en protection précocement, mais autrement qu'en tombant sur les parents avec des enquêtes sociales intrusives. C'est-à-dire dans des lieux où ils savent que tout ce qu'ils disent restera là. En Belgique, l'AMO, l'aide en milieu ouvert, c'est anonymat, libre adhésion. Et nous, c'est vrai qu'on rentre dans la protection de l'enfance par ces fameuses informations préoccupantes ou par les signalements. Donc, ces parents qui ont peur que leur enfant soit placé, ils laissent souvent se dégrader la situation à cause de cette peur. De quoi est-ce révélateur ? C'est d'abord la crise du modèle du placement. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, la logique qui l'a emporté, ça a été de désinstitutionnaliser. Pour moi, le placement, c'est le grand mot de l'institutionnalisation, si vous voulez. Comment on a désinstitutionnalisé ? En disant le placement a une durée maximale. Et puis si l'enfant n'est pas rentré chez ses parents après tel délai, en rapport à son âge, eh bien, on arrête le placement et on confie l'enfant. Chez nous, jusqu'à 50 ans, tout le monde était d'accord, la société, pour des parents sont défaillants, il faut que l'enfant grandisse longuement, si possible jusqu'à majorité, et donc on avait beaucoup de placements permanents, et on maintenait les parents à distance. On avait des grands rapports, Dupont-Fauville, Bianco-Lamy, 70-81, qui ont dit ça ne va pas, parce que ces jeunes qui sont envoyés à la campagne dans des familles substitutives, ils n'y font pas toujours des racines, et puis quand ils reviennent en ville, ils sont inadaptés. Il y avait des critiques légitimes sur ce modèle substitutif, sauf qu'on n'a fait que le remplacer. Les placements étaient trop permanents, ils seront tous provisoires. Ce qui est une aberration, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être confiés et pas placés. Nous, on reste dans le provisoire.
on pérennise, on l'étend et on le confie à maman ASE. C'est-à-dire que, comme au 19e siècle, on continue de fabriquer des enfants de l'ASE. Et quand des jeunes se disent enfants de l'ASE, moi, je me dis, attention, qu'est-ce qu'on fabrique? Et on a des jeunes qui adhèrent aux mesures de protection et qui en profitent. Puis, il y a des jeunes qui n'en profitent pas. Et eux, on leur fait payer. Ah, tu veux pas adhérer? Coco, démerde-toi tout seul. S'ils font pas de projet, s'ils suscitent le rejet, c'est quand même qu'ils ont des troubles qui ne viennent pas de nulle part. Ils auraient besoin d'une approche pluridisciplinaire avec des psys, des éducateurs, avec aussi des enseignants spécialisés. Il y a tout un écosystème. Quand on arrive à le mettre en place, ça marche. Globalement, on manque d'une vision. Moi, j'assiste à des colloques nationaux. Je suis frappé que les politiques, quand ils viennent, c'est pour faire un discours et ils se barrent. Ils ne restent pas, réfléchir pendant plusieurs journées avec les professionnels, croiser des contacts, repérer des experts, réfléchir. On a d'abord un système qui est en crise du fait de dysfonctionnement de l'État, qui multiplie les lois mais pas les financements, qui met des années à faire paraître les décrets d'application, ce qui fait dérailler la machine. Ça manque de moyens là où il faudrait. On en dépasse beaucoup pour des situations d'échec, des situations où un enfant est placé provisoirement pendant 18 ans. Il n'y a que la France qui fasse ça. Cherchez pas ailleurs. Effectivement, ça va coûter plus d'1 million d'euros. Et pour avoir un risque que ces jeunes se marginalisent à la sortie. Quels sont les enfants qu'on va filmer en caméra cachée dans les foyers? Les filles se prostituent, les garçons deal, font des trafics. Qu'est-ce que vous voyez quand vous intéressez de près à ces mineurs? Ils ont tous été rejetés par leur famille. Ils ont tous vécu des abus, des traumatismes. Et ça n'a pas été acté. On a des parents qui gardent l'autorité parentale. Vous allez dans un pays voisin, une situation pareille, on commence par faire une curatelle. Parce que signaler à toute allure, oh c'est horrible. Puis ensuite une justice qui va très souvent classer sans suite. Ou avec un jeune qui va vivre dans des foyers en ayant perdu sa place dans sa famille, sans être confié, qui va rester placé. Les éducateurs avant, quand il y avait un placement, c'est eux qui trouvaient le lieu de placement, qui accompagnaient l'enfant. Et il y avait une double mesure qui permettait de continuer de travailler avec l'enfant et avec sa famille. Là, il y a une AMO de 3 ans, une fois sur deux, on place en urgence et les éducateurs s'arrêtent du jour au lendemain. Pourquoi on fait ça? Quand un enfant passe des années en famille d'accueil, il n'est jamais confié à la famille d'accueil. Il est confié à l'ASE qui délègue un service dont la famille d'accueil fait partie. Il y a 0 délégation d'autorité parentale. Récemment, une jeune femme me disait « mais moi, c'était catastrophique. Mes copines, j'avais pas envie de leur raconter ma vie et les bons plans, pour elles, c'était toujours dans 2-3 jours. » Et moi, je savais que je ne pouvais pas du tout avoir d'autorisation avant 8 jours. Donc je bafouillais, j'inventais des trucs, etc. Ma proposition que je fais, après 1 an d'accueil si c'est un bébé, après 2 ans d'accueil s'il est plus grand, la famille d'accueil, si elle le souhaite, puisse avoir un statut officiel de parrain-marraine. C'est le cas en Belgique. La loi de 2017 ou 2019 en Belgique, elle dit, après 1 an d'accueil, parents nourriciers et enfants accueillis sont censés avoir noué des liens d'attachement. Du coup, légalement, ils deviennent des familiers de l'enfant, c'est des proches de l'enfant, c'est les termes de la loi. Comme sont familiers de l'enfant, les oncles et tantes. Là, tout d'un coup, cet enfant, il est emmené par des inconnus, chez des inconnus. Quand il rentre, ça s'arrête. Alors, heureusement, pas toujours, il ne faut pas généraliser. Les associations ne sont pas toutes pareilles. Il y a des associations qui encouragent les liens affectifs, qui les font vivre. Très souvent, vous verrez, c'est assez simple, ça se croise avec la stabilité des professionnels. Donc, il y a, pour des raisons, on va dire, budgétaires, mais aussi par une incompétence très profonde dans le champ de la protection de l'enfance. C'est pas comprendre à quel moment c'est important. Or, quand un enfant est placé, il faut mettre le paquet. Quand il retourne à la maison, il faut mettre le paquet. Vous prenez beaucoup d'exemples d'autres pays. S'en sortent-ils mieux ailleurs? Quand on regarde en Europe, le niveau, il n'est pas national. Il y a quelques lois nationales et c'est bien, mais le vrai niveau, il est régional. Ça veut dire que les décideurs sont très proches des professionnels, très proches des enfants, très proches des parents. Donc on a les moyens de concevoir ici, chez nous, sur notre territoire, avec quels chercheurs on va travailler, quel projet on va faire chez nous. Il faudrait qu'on compte entre le travailleur social de base et ceux d'en haut. Il y a combien de niveaux? 8, 10, 12 15, on a rajouté plein de niveaux pour la com. On a des très bons chercheurs en France, ils sont réputés. Mais le lien avec les professionnels est très faible. Là-dessus, c'est un impensé du système, quoi. Si on a autant d'enfants placés, on en a beaucoup plus que les autres pays. Je pense que c'est lié au fait qu'on a une école qui est extrêmement défaillante dans le travail social qui devrait être dans l'école. Moi, je montre un film ancien, québécois, qui a peut-être 12 ans,
qui fait pleurer mes étudiants. Je leur montre un film qui se passe en Finlande, et les Québécois sont allés dire « mais comment ils font pour y arriver mieux que nous ?» Ils ont moins d'enfants en difficulté, ils ont de meilleurs résultats PISA, les enfants ont plus confiance en eux, plus confiance dans les adultes, ils ont fait la liste, ils disent « nous, on n'a pas ça, on va voir ». Qu'est-ce qu'on voit? On arrive dans une classe, il y a 3 adultes dans une classe de 20. L'instit, l'enseignant spécialisé, un assistant d'éducation à plein temps. Le but, c'est que les 3 travaillent ensemble pour s'adapter à chaque enfant, pour que tous les enfants réussissent. Et de ce fait, l'école termine tôt, 13h, 14h. On fait beaucoup trop de cours en France pour les élèves, que ça saoule complètement et que ça pousse au décrochage. Donc, moi, j'appelle ça un care pédagogique, un soin pédagogique. Ce soin, en France, les enseignants aimeraient bien le donner, mais ne peuvent pas. Je pense qu'il y a à revoir en profondeur la conception de nos institutions.